Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui sur ce nouveau webinaire. Nous allons partager avec vous, sous un format court, une présentation de portée générale relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et plus particulièrement à sa composante liée à la valeur ajoutée. Alors, cette présentation a pour objectif de vous apporter une information concrète pour les néo-déclarants. Donc, on rappelle qu'il y a une échéance déclarative qui va arriver le 3 mai prochain et raviver quelques souvenirs pour les déclarants plus experts. Alors, pour cela, je serai accompagnée de Xavier Poré et de Vincent Hermy, nos experts en fiscalité locale qui comptabilisent à eux deux plus de 1000 sociétés accompagnées. Bonjour Xavier. Bonjour Gaël. Alors, Xavier Poré est diplômé d'études comptables et financières. Xavier exerce depuis 25 ans en tant que consultant en fiscalité locale, d'abord chez le Wendal Massai et ensuite chez EMI. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc Vincent Hermy est diplômé d'un DESS de droit, économie et gestion et diplômé également de l'École nationale des finances publiques. Vincent a été contrôleur pendant 6 ans au sein de la DGFiP et avant de rejoindre le Wendal Massai en 2007, puis EMI en 2015. Alors, au sommaire de ce webinaire, nous allons donc voir ensemble qu'est-ce que la valeur ajoutée, quelles sont les échéances, quelques astuces et enfin l'outil de simulation sur la valeur ajoutée qui a été construit avec le cabinet Marvel Avocat. Au terme de la présentation, nous accorderons un moment privilégié à l'échange en répondant à vos questions. Donc vous avez pour cela la petite fenêtre sur votre droite pour poser toutes vos questions. Vous pouvez évidemment partager aussi avec nous tout ce que vous pensez du format de ce webinaire. Alors, il sera enregistré et on vous enverra à l'issue du webinaire, on vous enverra et la présentation et le replay. Alors, nous allons commencer tout de suite avec Xavier. Bien, qu'est-ce que la valeur ajoutée? Alors, comme vous le savez, la valeur ajoutée au sens fiscal est une vieille dame. Elle a été créée en 80 et servait à l'origine à plafonner la taxe professionnelle. Puis elle a pris une importance croissante au fur et à mesure des évolutions de la fiscalité locale, avec la création de la cotisation minimale de taxe professionnelle en 96, avec un plancher d'imposition qui était applicable aux entreprises qui avaient fortement gagné avec cette exonération des salaires. Et puis ensuite, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2010, lors de la réforme de la taxe professionnelle et qui a institué la contribution économique territoriale. Alors la CVE, c'était une composante fiscalo-comptable, comme on pourrait dire, de la CET. Et jusqu'en 2020, elle était égale pour les entreprises réalisant plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, entreprises et groupes d'entreprises, à 1,5% de la valeur ajoutée. Et à partir du millésime 2021, il y a une division par deux des taux d'imposition. Donc aujourd'hui, on est à 0,75% de l'AVA. Et le plafond de CET en fonction de la valeur ajoutée a lui été réduit d'un tiers et s'établit maintenant à 2% de la valeur ajoutée. Et rappelons que si la réforme de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises à compter de 2021 a bénéficié aux établissements industriels uniquement, cette diminution de la CVAE impacte toutes les entreprises. Alors, la valeur ajoutée sert effectivement au plafonnement, mais aussi et surtout à la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ce webinaire est très orienté sur le sujet valeur ajoutée. On va simplement faire un tout petit rappel sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui est un impôt miroir de la CFE, miroir au sens où, pour être redevable de la CVAE, il convient au préalable d'être assujetti à la CFE. Pour simple rappel, les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée sont assujetties de droit à la CFE, tout comme les sociétés non dotées de personnes morales, les sociétés fiduciaires. On peut également rappeler que les activités liées à de la location ou de la sous-location d'immeubles nus non destinés à l'habitation peuvent également être soumises en tant qu'activité professionnelle à la CFE et donc à la CVAE, dès lors que le chiffre d'affaires excède 100 000 euros. La CFE et donc la CVAE sont des impôts annuels qui sont dus au titre de l'année entière dès lors qu'une activité taxable est exercée au 1er janvier de l'année. La CVAE, cette particularité qu'il s'agit d'un impôt auto-liquidatif que chaque entreprise doit déterminer et régler spontanément dès lors qu'elle en est redevable. Vous n'avez donc pas d'avis d'imposition qui arrive en cours d'année, mais simplement un formulaire de liquidation à remplir et une somme à verser. Alors, la valeur ajoutée, comment est-ce qu'elle se calcule? On aurait presque pu parler de valeur ajoutée au pluriel, puisqu'il existe un ensemble de
règles, de mécaniques de calcul qui sont spécifiques en fonction des activités réalisées par les personnes assujetties. On a un volet, un ensemble de calculs spécifiques aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux entreprises qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers, également aux sociétés et groupements qui sont créés en vue d'une opération unique de financement d'immobilisation corporelle, et puis les mutuelles, unions de mutuelles, etc. Nous ne parlerons pas de ces particularités aujourd'hui eu égard au format court qui a été choisi, et nous limiterons au cas générique de calcul de la valeur ajoutée, étant précisé que la méthodologie générale est quand même transverse à l'ensemble de ces secteurs et de l'ensemble des entreprises, puisque la détermination de la valeur ajoutée passe par un système calculatoire où on identifie un chiffre d'affaires spécifique à la CVAE. On ne retient pas le chiffre d'affaires usuellement retenu. On additionne à ce chiffre d'affaires un ensemble de produits qui sont complémentaires et on vient réduire ce package de charges qui sont limitativement énumérées. À ce niveau-là, un point déterminant qui peut être retenu et qui doit être retenu, c'est que la clé de lecture pour identifier les charges, le produit additif et le chiffre d'affaires, c'est une clé de lecture comptable puisqu'il convient systématiquement de se référer aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur au titre de l'année pour laquelle l'imposition est recherchée. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de ces composants, donc chiffre d'affaires, produits divers et charges, au sein des éléments composant le chiffre d'affaires, on retrouve les ventes, les redevances pour concession, brevets, licences, marques, procédés, etc. Petite particularité, on va également retrouver toutes les plus-values de cession d'immobilisation, qu'elles soient corporelles ou incorporelles, dès lors qu'elles se rapportent à une activité normale et courante. Alors bien évidemment, on n'intègre pas dans ces éléments les désinvestissements classiques qui ne feraient pas partie, on dirait, du business model de l'entreprise. Tout ce qui va être la gestion patrimoniale n'influe pas. En revanche, si l'entreprise a une activité ou une branche d'activité qui dégage usuellement des bénéfices par la cession de ces bénéfices ou malheureusement des pertes, par la cession de ces immobilisations, alors les plus ou moins values peuvent être, le point est à étudier, à retenir pour le calcul du chiffre d'affaires. On va également rajouter l'ensemble des refacturations de frais inscrites en compte transfert de charges, et ce, dès lors qu'on est bien face à une refacturation. Et donc là, il y a un certain automatisme d'identification du chiffre d'affaires par cette approche des refacturations. Vont venir s'ajouter un ensemble d'éléments additifs qui vont être les autres produits de gestion courante, la production immobilisée, les subventions d'exploitation, les variations de stock, les autres transferts de charges, qu'on a vu au préalable que les transferts de charges qui faisaient lieu de refacturation étaient dans le chiffre d'affaires, et bien on va venir ajouter les transferts de charges complémentaires à la condition que ces transferts de charges portent sur des charges déductibles de la valeur ajoutée. Et enfin, on aura les rentrées sur créances amorties qui se rapportent à un résultat d'exploitation. Donc le groupe de produits qui a été formé du chiffre d'affaires et des produits divers va être réduit, en vue d'obtenir cette valeur ajoutée, par un ensemble de charges limitativement énumérées également, qui vont correspondre aux achats de biens et services, qu'on va diminuer des rabais, remises et ristournes, aux variations négatives de stock, aux services extérieurs hors loyer. Alors, il peut être précisé sur ce point que les loyers qui découlent de conventions de location d'une durée supérieure à 6 mois ne peuvent pas être intégrés aux charges déductibles. Donc, il convient de retraiter ces éléments-là lors du calcul de la valeur ajoutée. Ils vont également éventuellement être déductibles, ou en tout cas déductibles du package formé par le chiffre d'affaires et les produits divers, les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées, contributions indirectes, taxes intérieures sur les consommations énergétiques. Usuellement, bien qu'il faille analyser poste par poste ces dépenses-là, on identifie comme à retraiter ou retraitable les taxes qui donnent lieu à une refacturation ou à un report sur un autre redevable. On a également les autres charges de gestion courante, certains types de dotations aux amortissements et les moins-values de cession, d'immobilisation corporelle et incorporelle qui sont le miroir des plus-values évoquées tout à l'heure. Simplement, sur les dotations aux amortissements, toutes les dotations ne sont pas éligibles. Il convient bien évidemment d'isoler celles qui peuvent rentrer dans les charges déductibles. Alors, les échéances. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. Donc, dans le cadre d'une taxe qui est auto-liquidée, vous savez très bien que dans un mois, vous avez la CVAE 2020
à liquider. Donc, le fait générateur de la CVAE, c'est la clôture d'un exercice de 12 mois pour l'année précédente. Pour les sociétés qui clôturent très en avance leur exercice comptable, eh bien, vous avez encore plus de temps pour déclarer, mais pour une société qui a clôturé son exercice au 31 décembre, vous avez donc une CVAE 2021 à liquider le 3 mai. Voilà, et vous avez un régime d'acompte pour les CVAE. En fait, il y a 2 acomptes, c'est la particularité de la CVAE. Donc, vous avez un ensemble de dispositions sur l'ensemble de l'année. Voilà, on va passer rapidement, c'est pas très intéressant. Alors, Je t'en prie, Vincent. Quelques astuces. Alors, le chiffre d'affaires n'est pas si anodin que ça comme information. Premièrement, c'est un élément déterminant pour confirmer l'assujettissement d'une société, ou en tout cas d'un redevable, à l'imposition CVAE. Précisons qu'en dessous de 152 500 € de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'imposition, il n'y a pas de déclaration. On a également un seuil de 500 000 € en dessous duquel il n'y a pas d'imposition, mais tout de même une obligation déclarative. Et à partir de 500 000 €, l'entreprise se verra assujettie à la CVAE et notamment à minima sur une cotisation minimum dont le montant est hors frais de gestion et taxes annexes de 125 € par an. La notion de chiffre d'affaires est également importante à appréhender pour les groupes, ou à minima au sens CVAE du terme, c'est-à-dire les groupes économiques, ceux qui pourraient faire l'objet d'une intégration mais qui ne le sont pas forcément, puisque dès lors que le chiffre d'affaires excède 7 630 000 € au niveau du groupe, le taux ne se calcule plus, donc le taux d'imposition de la CVAE ne se calcule plus entité par entité, mais bien au niveau du groupe. Donc il y a un enjeu à bien identifier les chiffres d'affaires de chaque entité, de les additionner pour ensuite déterminer le bon taux d'imposition du groupe. Le chiffre d'affaires a également une importance notable pour calculer la valeur ajoutée applicable. C'est un peu une porte ouverte, hein, puisqu'on a dit que c'était l'élément de base auquel on rajoutait les produits et ensuite auquel on enlevait les charges. Et puis, de manière accessoire, pour les plus petites entreprises, un abattement peut être appliqué lorsque les conditions de chiffre d'affaires sont requises. Donc, il peut y avoir à la marge un intérêt à bien cibler son chiffre d'affaires pour être certain de bénéficier de ce petit abattement. La gestion du transfert de charges. Alors là, c'est un peu le contentieux tarte à la crème des années 2000. Énormément de sociétés, peut-être un peu titillées par les cabinets de conseil et les sociétés d'avocats. Donc, c'est le compte de refacturation de charges, de transfert de charges. Prenez un nombre important de produits, notamment des détachements de personnel. Donc, avec l'arrêt Colas dans les années 2000, la fin de la récréation a été sifflée. Et donc aujourd'hui, on a une définition des refacturations et des transferts de charges dans la CVAE qui est extrêmement stricte. Toute refacturation de charges est dans le chiffre d'affaires et donc dans la valeur ajoutée, et seuls les transferts de charges relatives à des charges déductibles de la valeur ajoutée sont à retenir. Pour autant, il y a un certain nombre de transferts de charges qui peuvent être exclus. C'est notamment l'utilisation des transferts de charges pour la constatation de certains avantages en nature. Et puis, il y a effectivement les indemnités journalières de sécurité sociale qui sont perçues en cas de maintien de salaire des salariés arrêtés et qui peuvent être non retenues dans les produits. Donc, effectivement, le point clé, c'est d'identifier en amont la nature des charges concernées plutôt que de le faire a posteriori. La part incorporelle dans les loyers, Vincent expliquait tout à l'heure que les loyers sont de manière générale non déductibles de la valeur ajoutée. Donc les loyers, les redevances comptabilisés dans les comptes 612, donc crédit bail, mobilier ou immobilier, les comptes 613 loyers, afférents aux biens corporels pris en location plus de 6 mois. Donc toutes ces charges ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée. Et puis toutes les redevances qui sont afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance. Donc voilà, c'est assez global et peu de charges afférentes à ce type de loyer passent au travers du filet. Pour autant, les loyers qui sont versés, qui se réfèrent
à des immobilisations incorporelles, ces loyers peuvent être déduits. Alors, on pense notamment aux loyers de logiciels qui existent dans certains types d'activités. Et puis, lorsque vous avez une convention de location-gérance qui porte à la fois sur un bien incorporel, un fonds commercial par exemple, et sur des biens corporels, il appartient à l'entreprise de ventiler la charge pour affecter à la valeur ajoutée les loyers des biens corporels et d'exclure de la valeur ajoutée la partie incorporelle. Donc, de même manière que les transferts de charges, il convient de veiller en amont à identifier les loyers susceptibles d'être intégrés ou pas. Une autre thématique sont les gains et pertes de change sur dette et créances liées à des opérations de nature commerciale. Comme on l'a évoqué en début de webinaire, la ligne de conduite à suivre est avant tout la règle comptable pour s'assurer de la bonne identification des produits et charges qui rentrent dans le calcul de la valeur ajoutée. Sur cette thématique-là, avant 2017, toutes les pertes et gains de change étaient enregistrés dans des comptes de résultats financiers qui étaient par nature exclus du calcul de la valeur ajoutée. Donc, il n'y avait pas du tout d'impact sur cette valeur ajoutée, sur la CVAE et donc sur le plafonnement qui était susceptible ensuite de découler au niveau de la contribution économique territoriale. Depuis 2017, on a une modification des règles de comptabilisation qui tendent à dissocier de cette sphère financière les gains et pertes de change qui résultent d'opérations commerciales, avec la création de nouveaux comptes comptables qui sont des 656 quelque chose pour les charges et 756 quelque chose pour les produits. Et ces éléments-là, ces nouveaux éléments comptables-là, par cette évolution comptable, deviennent des éléments à retenir pour la détermination de la valeur ajoutée, avec une influence potentiellement notable sur ce calcul. Le point de vigilance est lié au fait que certaines entreprises font le choix de ne pas faire évoluer leurs inscriptions comptables pour des questions de présentation de comptes, par exemple, au niveau de certains groupes. Il convient d'avoir une certaine vigilance là-dessus, dans le sens où la règle comptable primant, je le redis, les gains et les pertes de change sur dettes et créances relatives à des opérations commerciales sont bien nécessairement à retraiter pour le calcul de la valeur ajoutée. Alors, pour les dépenses de mécénat, pour les sociétés qui pratiquent ce type de publicité, même s'il y a une absence de contrepartie, alors l'enregistrement des dépenses de mécénat, vous avez le choix. Soit vous enregistrez ces dépenses en charge d'exploitation dans un compte 62, soit vous les enregistrez en charge exceptionnelle dans un compte 67 non libéralité. Vous avez donc cette alternative. Pour autant, l'administration fiscale considère la plupart du temps que ce type de charge est une charge exceptionnelle. Parce que c'est bien pratique de ne pas avoir une charge déductible. Alors, il y a eu pas mal de contentieux il y a une dizaine d'années. On a un arrêt d'il y a quelques années dans lequel le Conseil d'État a jugé que les dépenses de mécénat, lorsque vous avez une certaine récurrence de cette action contributive dans le cadre de relations durables avec un certain nombre d'entités culturelles, par exemple, eh bien, le Conseil d'État a jugé que ces dépenses restent des charges d'exploitation et non pas des charges exceptionnelles. Et ce que disait Vincent, c'est que c'est le plan comptable qui prime dans ce type de contentieux. Pour vous aider, ou en tout cas vous accompagner lors de la préparation de vos valeurs ajoutées, des états fiscaux qui vont avec et de relevé de solde, Hemming a mis en place sur son site internet un outil de simulation de la valeur ajoutée qui vous permet par, je sais pas si tu peux passer s'il te plaît, merci, qui vous permet par l'injection d'une balance au format Excel. Alors c'est quelque chose de très très simple, hein, et il n'y a pas d'inquiétude à avoir, on ne conserve strictement aucune donnée. C'est vraiment vous poussez de l'information, ça vous restitue un résultat, et rien n'est conservé chez nous au niveau de la donnée financière. Vous pouvez choisir l'année de votre évaluation, vous pouvez choisir la durée d'activité de la balance que vous aurez fait le choix d'injecter, ce qui permettra de faire les proratisations nécessaires, mentionner si vous faites partie d'un groupe économique ou non, ce qui permet de saisir manuellement le chiffre d'affaires du groupe, on y revient, on l'a évoqué tout à l'heure, et obtenir une vision de ce que pourrait être votre imposition, ou à minima, de déterminer si l'imposition dans laquelle vous avez fait vos calculs, dans laquelle vous êtes, se situe bien dans une tranche cohérente
et avoir une visibilité un petit peu plus rassurante peut-être, ce qui ne prive pas d'une analyse plus détaillée, mais à minima, c'est un outil de confort que je vous propose de tester. Voilà. Merci beaucoup Xavier et Vincent pour toutes ces informations très riches. Donc, je vous propose maintenant de passer à la session questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous souhaitez via l'outil. Alors j'ai déjà une première question, Xavier, ça sera pour toi. Alors, je suis locataire et mon propriétaire me refacture une taxe foncière. Si je l'inscris en charge locative, puis-je la retenir pour calculer ma valeur ajoutée? Alors, la taxe foncière est normalement un impôt et taxe, une taxe enregistrée dans un compte 63. Alors, la taxe foncière, vous pouvez, si vous êtes locataire, l'inscrire dans un compte de charge locative. Donc, ça sera plus parlant, ce sera plus proche de la réalité. Pour autant, vous avez charges locatives et charges locatives. Vous avez des charges locatives complément de loyer. Ces charges locatives ne peuvent pas être déduites de la valeur ajoutée. Puis vous avez un certain nombre de charges locatives qui sont reliées à l'immeuble, des frais de gardiennage, des frais d'entretien. Et ces charges locatives sont déductibles de la valeur ajoutée. Voilà. Il y a un arrêt d'il y a quelques années pour la société Placo-Plâtre, et le Conseil d'État a considéré que la taxe foncière, qu'elle soit dans un compte 63 ou dans un compte 614, reste un impôt et donc il n'est pas déductible de la valeur ajoutée. Très bien, merci Xavier. Une deuxième question. Je sous-loue des immeubles épisodiquement dans l'année. Est-ce que les loyers et revenus perçus sont à retenir? Vincent? Bonne question. Je sous-loue des immeubles. Donc, je comprends qu'il y a une première étape qui est la prise en location de biens immobiliers et que certains sont en tout ou partie loués et donc génèrent des revenus. Donc, on revient un peu au point des loyers. Le loyer en tant que tel qui est versé au titre de la prise à bail n'est par nature pas déductible du calcul de la valeur ajoutée dès lors que la location excède 6 mois. En revanche, ils peuvent devenir déductibles dans la limite des produits perçus quand on est face à une situation de refacturation, de sous-location, pour peu que cette sous-location ait une durée supérieure à 6 mois. Donc, le principe, c'est non, les revenus tirés de la location d'immeuble, les revenus tirés de la location d'immeuble sont imposables, le revenu est imposable. La charge de loyer par nature n'est pas imposable, mais il y a une exception pour les locataires intermédiaires qui peuvent partiellement ou en totalité, selon le montant des revenus tirés, retraiter ce montant. Très bien, merci. Une autre question. Une cession exceptionnelle de tous les IP brevets est-elle déductible de la valeur ajoutée? Qui s'y colle? Si la cession exceptionnelle reste exceptionnelle, donc les plus-values et les moins-values sur cession, il faut savoir que la CVAE, c'est un texte légal, c'est de la doctrine qui parfois est insérée dans la loi, et puis c'est aussi de la jurisprudence qui est intégrée dans la loi si la jurisprudence sert l'administration, et si la jurisprudence est défavorable à l'administration fiscale, la jurisprudence reste de la jurisprudence. Donc, la jurisprudence des plus et moins-values, enfin, la prise en compte des plus et moins-values de cession dans la valeur ajoutée, c'était un loueur de matériel. Et donc, effectivement, ces plus et moins-values participaient à son activité au premier chef. Là, à partir du moment où la cession exceptionnelle d'immobilisation incorporelle reste exceptionnelle, il n'y a pas de raison de la prendre en compte. Il y a un élément contextuel, parce que ça peut être présenté comme exceptionnel, mais il faudrait appréhender l'économie d'ensemble, le motif d'ensemble de cette cession et bien s'assurer que voilà, ça ne rentre pas dans quelque chose de programmé, d'organisé et de normal et courant presque. Donc c'est compliqué d'être manichéen du point de vue de la réponse, mais dans l'esprit, effectivement, il faut viser un caractère normal et courant pour pouvoir intégrer la plus ou moins value afférente. Ensuite, j'ai encore une question. Si je comprends bien vos retraitements des taxes déductibles, les TICFE, TICGN, TIPCE sont déductibles de la valeur ajoutée en tant que taxe sur les produits énergétiques. Pourriez-vous le confirmer?
Alors, je ne le signerai pas de mon sang. Pour autant, c'est des taxes qui ont une particularité, c'est qu'elles sont comptabilisées avec les consommations, enfin avec la facturation énergétique qui les fait naître, et qu'elles suivent à ce titre le même régime comptable. Elles sont comptabilisées avec ces charges, et donc elles sont usuellement retenues dans le calcul de la valeur ajoutée. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Pour l'instant, je n'en ai pas reçu d'autres. Donc, je vous propose qu'on clôture. De toute façon, n'hésitez pas, nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres qui arrivent par la suite, si vous avez des problématiques bien spécifiques, tout Amy, les experts qui sont là sont toujours présents pour vous répondre. Donc, vous retrouvez là tous les liens de contact pour nous joindre. Un grand merci Xavier et un grand merci Vincent pour ce webinaire. Et je vous dis merci à vous également d'avoir participé et à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée à tous.